Comme on dit, en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Et il semble que Kiev soit d'accord. Son armée a perdu du territoire, des armes et du personnel dans l'opération militaire spéciale russe, à la grande déception et surprise des partenaires occidentaux de l'Ukraine dont le soutien et le financement ont été énormes. L'Ukraine essaie donc de trouver d'autres moyens de revigorer son armée et de provoquer une trahison dans le camp ennemi. Ils mettent un prix sur chaque équipement de combat russe livré à la partie ukrainienne par des militaires russes. Kiev était généreux, des centaines de milliers de dollars pour différents types d'armes. La récompense pour les avions de guerre était la plus élevée, 1 million de dollars. Mais quand il s'est avéré qu'il n'y avait pas de volontaires, Kiev a pris l'initiative. Depuis des mois, les services de renseignement militaires ukrainiens tentent de contacter un certain nombre de pilotes de combat russes. Dans quel but? Pour les persuader de voler des avions de chasse russes et les faire atterrir en Ukraine. Notre objectif le plus important dans tout cela est un équipement de combat complet et une personne qui rejoint notre camp. Nous vous avons expliqué que notre objectif est un avion. Vous comprenez parfaitement bien que nous sommes prêts à payer pour cela. Sur le site web de la Rada, il est écrit que pour de telles raisons, nous payons officiellement 1 million. On peut arranger ça, je vous garantis 1 million de plus. Par ces actions, je devais montrer mon attitude négative à l'égard de la politique des autorités du pays en ce qui concerne l'opération militaire spéciale et aussi motiver le personnel navigant à trahir la patrie. Il m'a été proposé en tant que pilote de neutraliser mon navigateur en termes de travail physique à bord de l'avion à l'aide de substances spéciales avant le vol ou en vol. On ne sait pas ce qui lui serait arrivé ensuite. La partie ukrainienne pensait qu'elle parlait aux pilotes, mais ils ne savaient pas que le FSB russe était au courant de l'opération et surveillait toutes les communications. Comment trouvaient-ils et contactaient-ils les pilotes russes? Le renseignement ukrainien peut obtenir des informations sur les militaires russes à partir de sources sur Internet. Des photos en uniforme sur fond de matériel militaire ou des commentaires sur des sujets professionnels peuvent servir de raison pour qu'ils s'adressent à l'utilisateur. Ils agissent de manière sophistiquée. Ils se présentent comme des journalistes étrangers et des analystes. Ces derniers temps, ils n'hésitent même pas à parler au nom de médias russes et d'organismes gouvernementaux. Dans la plupart des cas, les gens de Kiev se présentaient pour ce qu'ils étaient, des agents des services de renseignement ukrainiens. Pour gagner la confiance des pilotes russes, ils ont agi de manière non professionnelle, ont révélé leur identité, leur localisation et ont également partagé des informations confidentielles stratégiques. Ils ont cru en la possibilité d'organiser un détournement d'avion à tel point qu'ils ont découvert les cartes montrant l'emplacement des moyens de défense aérienne, des cartes topographiques et bien d'autres informations utiles pour nous. Ces informations ont été prises en compte. Un pilote professionnel participait également aux négociations du côté de Kiev. Il a discuté des détails techniques du vol et des couloirs de vol sûrs avec ses collègues russes, y compris des cartes et des plans précis. Je vous ai donné un itinéraire pour que vous évitiez de survoler les localités, parce que dans les zones peuplées, il y a la plus grande accumulation de systèmes portatifs de défense aérienne et il sera difficile de les prévenir. Nous avons un système établi et on pourra donner l'ordre que les grands systèmes de défense aérienne soient éteints, c'est sûr à 100%. Mais les systèmes portatifs de défense aérienne que je vous ai mentionnés, nous donnons des ordres aux brigades pour interdire le tir sur des cibles pendant 1 heure, dans un sens et dans l'autre. À ce moment, les forces de sécurité russes découvrent qu'elles ont affaire à des spécialistes ayant accès à des informations confidentielles. Nous allons organiser 3 points d'entrée pour vous. Un dans la région de Kharkov, au nord de Donetsk. Nous en laissons un là où il se trouvait auparavant et nous en faisons encore un au sud de Donetsk. Quand vous traverserez notre frontière, la ligne de contact, vous aurez l'indicatif d'appel 730 mer chaude. Nous saurons cela et on vous suivra. Mais Kiev avait aussi besoin de garanties.
Pour s'assurer que les pilotes russes étaient réels et avaient effectivement attaqué aux avions que Kiev voulait qu'ils détournent, la partie ukrainienne a demandé une vidéo prise à côté d'avions spécifiques dont le nombre avait été convenu à l'avance. Rien que pour la preuve vidéo, l'Ukraine a déboursé 4 000 à 7 000 $. Ensuite, s'est posé la question de savoir comment payer les pilotes. Les sanctions occidentales, en effet, ont affecté les transactions bancaires entre les deux pays. Il a donc été décidé que l'argent liquide serait remis aux Russes par l'intermédiaire de livreurs et de livreuses. Ces sœurs moscovites sont les derniers maillons d'une longue chaîne. Elles sont arrivées dans une ville russe, ont pris l'argent de leurs contacts et l'ont transmis au pilote qui a filmé secrètement ce moment. Plus tard, les forces de sécurité russes ont interpellé les personnes qui auraient recruté les filles. C'est à ce moment qu'une pièce intéressante du puzzle l'a intéressé. L'homme a affirmé avoir reçu l'ordre du tristement célèbre Christo Groziev, un journaliste bulgare à la tête du média d'investigation Bellingcat, connu pour ses liens étroits avec le service de renseignement britannique MI6. Groziev m'a dit la chose suivante. Il ne m'a pas donné d'explication, mais il m'a dit que le livreur qui apporterait cet argent en train, son nom était... Je suis maintenant débordé d'émotions à ce sujet. J'ai une grande colère contre Christo Groziev. Je peux expliquer pourquoi. Je lui faisais confiance quand même. Une équipe d'agents ukrainiens a décidé d'approcher les pilotes russes avec une offre basée sur cette loi. Nous avons appris cette initiative et nous nous sommes assurés une belle place pour réaliser un documentaire sur cette audacieuse opération. Ce drôle de jeu de dupes a pris fin quand le FSB s'est rendu compte que personne ne se présenterait à l'une des rencontres suggérées. Le FSB tenait à identifier les agents ukrainiens, s'apercevant ainsi qu'ils avaient été démasqués. Et les Ukrainiens se sont rendus compte qu'ils n'auraient vraisemblablement pas non plus le vrai pilote. Malgré ce final inattendu jusqu'ici, nous comptons toujours aller au bout de ce drôle de film. Il semble donc que les liens de Groziev avec les agences de renseignement occidentales vont bien au-delà de la simple utilisation de leurs données et sources pour son journalisme d'investigation. En fait, il semble qu'il soit un élément essentiel d'une opération secrète menée par les services de renseignement ukrainiens, et pas seulement ukrainiens. Avez-vous l'impression que l'Ukraine n'était pas la seule à participer à cette opération ? Évidemment, l'opération a été menée avec le soutien des services de renseignement occidentaux, surtout des services britanniques. Nous étions au courant de l'implication de Christo Groziev, pas seulement par ses déclarations. Les services de renseignement ukrainiens ont cessé ces derniers temps de cacher leurs liens avec les services de renseignement de pays de l'OTAN. Ils cherchent à se rapprocher de leurs patrons de Washington et de Londres. Tout au long des nombreux mois de communication, nous avons senti la présence invisible de partenaires européens de Kiev. Pourquoi nous faisons cela? Pour que demain, les gars comme vous viennent chez nous accomplir la même mission. Et ils ne pourront le faire que s'ils voient que tout va bien pour vous, que vous êtes venus, et que conformément à notre législation, vous avez reçu la récompense qui vous avait été promise. Ce n'est pas une grande somme pour notre État. Les partenaires européens connaissaient l'autre condition de l'accord. En plus de l'argent, Kiev a également promis aux pilotes et à leurs familles la citoyenneté d'un pays européen. 2 passeports ont même été délivrés, un slovaque et un roumain. Les services de renseignement ukrainiens, en coopération avec leurs alliés en Europe, ont préparé à l'avance les documents pour les épouses des pilotes, à titre de garantie. La partie ukrainienne a promis des garanties de sécurité aux pilotes russes et à leurs familles. Peut-on leur faire confiance? Il faut comprendre qu'une fois que les membres de la famille du pilote russe quittent la Russie, ils deviennent immédiatement otages entre les mains du renseignement ukrainien. Les méthodes de chantage, les menaces, les pressions sur les proches font depuis longtemps partie intégrante des activités des services spéciaux ukrainiens. Pour eux, les restrictions morales, ça n'existe pas. Ils les auraient juste kidnappés. Le sort d'un autre participant potentiel à l'opération n'était pas clair non plus. L'équipage de bombardier se compose de plusieurs personnes et la partie ukrainienne était particulièrement intéressée par les Sukhoi 34 et Tupolev 22. Mais que faire du navigateur? Kiev avait une solution. On me proposait en tant que pilote d'exclure mon propre navigateur du travail physique à l'aide de substances spéciales avant ou pendant le vol. Concernant le navigateur, nous travaillons toujours pour choisir le médicament. Outre la clonidine, il existe une alternative.
Il faut savoir précisément combien de temps avant le départ votre navigateur prend son café. Certaines substances fonctionnent 30-40 minutes. Il est important pour nous de calculer. Son effet est interrompu par la caféine. Il est donc préférable de boire de l'eau après le café. Le médicament proposé par Kiev est difficile à obtenir en Russie. La partie ukrainienne a proposé de fournir aux pilotes le médicament qu'ils étaient censés utiliser pour droguer leurs navigateurs. Leurs contacts ont laissé le colis dans un endroit secret à l'extérieur d'une ville du sud de la Russie. Au cours d'une opération spéciale menée par les forces de sécurité russes, le colis a été découvert. L'Ukraine a affirmé que le navigateur serait également en sécurité, mais elle n'a pas précisé comment cela serait réalisé. Pour lui, on n'a pas de questions, il est juste l'otage de la situation. Nous lui garantissons la sécurité, bien sûr. Sur notre territoire, nous l'échangerons comme prisonnier de guerre en l'espace d'une semaine ou de quelques mois. Ensuite, alors que la partie ukrainienne croyait toujours que l'opération était une réussite et s'attendait à ce que les avions russes atterrissent de manière imminente sur ces aérodromes, les forces de sécurité russes ont publié l'ensemble de ce schéma, comme pour dire que le jeu était officiellement terminé.